Monica Dubois fixait son réfrigérateur vide et la pile de factures impayées sur le comptoir de sa cuisine. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle comptait les 20 derniers euros de son portefeuille. Ses prêts pour l'IFSI de Bordeaux étaient échus, son loyer avait 3 mois de retard et les factures médicales de sa petite sœur ne cessaient d'augmenter. Elle avait tout essayé, faire des doubles services au Le Petit Bouchon, Bordeaux, vendre sa voiture, même mettre en gage la bague de mariage de sa mère. Rien n'était suffisant. « Nous allons devoir vous transférer en soins palliatifs », lui avait dit le médecin concernant sa sœur Sophie la semaine dernière. L'assurance ne couvrira plus aucun séjour hospitalier à l'hôpital Pellegrin, Bordeaux. Ces mots résonnèrent dans la tête de Monica, tandis qu'elle se rendait à son emploi de serveuse au Le Petit Bouchon, Bordeaux. Le vent d'automne fouettait son mince blouson, mais elle remarquait à peine le froid. Son esprit était en effervescence, essayant de trouver comment obtenir l'argent dont ils avaient désespérément besoin. Le restaurant était calme ce matin-là. Monica essuyait les tables machinalement, ses pensées lointaines. C'est alors qu'elle a entendu 2 clientes habituées parler de James Lefebvre, le mystérieux milliardaire qui venait de s'installer à Bordeaux. « On dit qu'il cherche une femme », a chuchoté une femme. Il a publié une sorte d'annonce bizarre. Il offre 100 000 euros à la femme qui accepte de l'épouser pendant 1 an. La main de Monica s'est figée au milieu du nettoyage. 100 000 euros. Le montant exact dont elle avait besoin pour le traitement de Sophie. C'est comme une sorte de mariage contractuel, a dit l'autre femme. Vous imaginez? Se vendre comme ça? Monica pouvait l'imaginer. Elle pouvait très bien l'imaginer. Ce soir-là, après son service, elle a utilisé l'ordinateur du restaurant pour chercher James Lefebvre. Sa photo professionnelle montrait un homme asiatique élégant d'une 40aine d'années, aux yeux sérieux derrière des lunettes de créateur. L'annonce était réelle. Il offrait un contrat de mariage. 1 an, 100 000 euros, sans conditions. Les mains de Monica tremblaient lorsqu'elle a rempli la demande en ligne. Elle a joint sa photo et a appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. « Je suis désolée, maman », a-t-elle murmuré à la photo de sa mère sur l'écran de son téléphone. Sa mère lui avait toujours enseigné que l'amour était sacré, que le mariage était une question de famille et d'engagement. Mais sa mère n'était plus là, et Sophie était mourante. 3 jours plus tard, Monica a reçu l'appel. Elle avait été sélectionnée pour un entretien. Le bâtiment Lefebvre, Bordeaux, en centre-ville, était entièrement en verre et en acier, s'élevant jusqu'aux nuages. Monica se sentait déplacée dans sa plus belle robe de friperie lorsqu'elle a pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il allait la percer. James Lefebvre était plus grand en personne qu'elle ne l'avait imaginé. Il se tenait debout, regardant par la fenêtre de son bureau, les mains jointes derrière le dos. « Mademoiselle Dubois », a-t-il dit en se tournant vers elle. Sa voix était grave, avec une légère pointe d'accent. « Veuillez vous asseoir. » Monica s'est assise, lissant nerveusement sa robe. De près, elle pouvait voir les mèches d'argent dans ses cheveux, noirs, les fines rides autour de ses yeux. Il était encore plus beau que sur sa photo. « Pourquoi êtes-vous ici » a-t-il demandé directement. Monica avait préparé un discours, mais en regardant dans ses yeux, elle a décidé de dire la vérité. « Ma sœur est mourante », a-t-elle dit. « J'ai besoin de l'argent pour son traitement. » Quelque chose a vacillé dans l'expression de James Lefebvre. Pendant un instant, la façade du businessman froid s'est fissurée, révélant quelque chose de plus doux en dessous. « Aucune autre raison » a-t-il demandé. « Pas de mensonge, pas de stratagème » a dit Monica. « Juste une sœur qui a besoin d'aide. » James s'est dirigé vers son bureau et a pris un épais dossier. « J'ai fait vérifier vos antécédents par mes équipes. 3 emplois pour vous faire suivre vos études infirmières. Vous prenez soin de votre sœur depuis la mort de vos parents. Vous n'avez jamais manqué un jour de travail. » Il l'a regardé fixement. « Vous êtes exactement le genre de personne que je recherche. » Le souffle de Monica s'est bloqué dans sa gorge. « Pourquoi faites-vous cela? Le contrat de mariage? Mes raisons me concernent, a-t-il dit. Tout comme les vôtres vous concernent. » Il a ouvert un tiroir et a sorti un document. Le contrat est simple. 1 an de mariage. Vous vivrez dans ma maison. Vous assisterez aux événements mondains en tant que ma femme. Aucune relation amoureuse n'est requise. À la fin de l'année, nous divorçons en toute discrétion et vous recevez l'argent.
Il a fait glisser le contrat sur le bureau. Monica l'a regardé, le cœur battant. « Emportez-le chez vous », a dit James. « Lisez-le attentivement. Vous avez 24 heures pour décider. » Monica n'avait pas besoin de 24 heures. Elle n'avait même pas besoin de 24 minutes. Elle a pris le stylo qu'il lui a offert et a signé son nom. James Lefebvre l'a regardé signer, son expression impénétrable. « Le mariage aura lieu dans 2 semaines, a-t-il dit. Cérémonie civile intime. Mon assistante vous aidera pour les préparatifs. » Alors que Monica redescendait en ascenseur dans le hall, elle se sentait engourdie. Elle venait d'accepter d'épouser un étranger. Elle s'était vendue, comme l'avaient dit ses femmes au restaurant. Mais lorsqu'elle a pensé à Sophie dans ce lit d'hôpital, elle savait qu'elle le referait. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que cet arrangement commercial allait devenir beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu. Parce que parfois le cœur a son propre contrat. Un contrat qui ne peut pas être signé sur papier ou scellé avec de l'argent. Et James Lefebvre avait ses propres secrets. Des secrets qui allaient tout changer. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un flou. Monica a traversé ses journées comme quelqu'un dans un rêve, travaillant ses services au restaurant, tandis que l'assistante de James Lefebvre, Chloé, organisait tout pour le mariage. L'argent pour le traitement de Sophie avait déjà été transféré à l'hôpital Pellegrin, Bordeaux, et sa sœur devenait plus forte chaque jour. « Je ne comprends pas », a dit Sophie depuis son lit d'hôpital. « Comment as-tu eu l'argent ?» Monica a serré la main de sa sœur. « Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi simplement sur ta guérison. » Mais Sophie n'était pas stupide. Elle a vu la bague de fiançailles au doigt de Monica, un magnifique diamant qui semblait peser 1 tonne. « C'est cet homme riche, n'est-ce pas? Celui des actualités? Monica, tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu n'aimes? » « Pas. Parfois, l'amour n'est pas la chose la plus importante, » a dit Monica doucement. La nuit précédant le mariage, Monica n'arrivait pas à dormir. Elle se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant les lumières de la ville. Demain, elle emménagerait au château de Montaigne, Saint-Michel de Montaigne. Demain, elle deviendrait Madame Lefebvre. Son téléphone a vibré. Un texto de James. « Une voiture viendra vous chercher à 9 heures. Ne soyez pas en retard. » Même ses textos étaient professionnels. Il n'avait pratiquement pas parlé depuis qu'elle avait signé le contrat. Monica se demandait ce que cela ferait de vivre avec quelqu'un d'aussi froid, d'aussi distant. Le mariage était exactement ce que James avait promis, petit et privé. Juste un juge, 2 témoins et un photographe pour les apparences. Monica portait une simple robe blanche qu'elle avait trouvée en solde. James portait un costume de luxe qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Lorsque le juge a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », le cœur de Monica s'est arrêté. Il n'avait pas discuté de ce point. Mais James s'en est tiré avec aisance, lui déposant un bref baiser formel sur la joue. Le vrai choc est arrivé lorsqu'ils sont arrivés à sa maison. Non, maison n'était même pas le mot juste. C'était un domaine avec des jardins impeccables et un portail qui s'ouvrait automatiquement à l'approche de leur voiture. « Votre chambre est dans l'aile est », a dit James en entrant. Martine, la gouvernante, vous fera visiter. J'ai des réunions cet après-midi. Et comme ça, il était parti, laissant Monica debout dans le hall d'entrée en marbre avec sa petite valise. Martine s'est avérée être une femme au visage bienveillant d'une 60aine d'années qui travaillait pour James depuis des années. Alors qu'elle faisait visiter la maison à Monica, elle n'arrêtait pas de parler. « Monsieur Lefebvre travaille trop dur », a-t-elle dit en ouvrant la porte de la suite de Monica. Depuis la mort de son père qui lui a laissé l'entreprise, c'est tout ce qu'il fait. Travailler, travailler, travailler. La chambre de Monica était plus grande que tout son appartement. Le placard était déjà rempli de vêtements neufs à sa taille. « Les vêtements, c'est une idée de mademoiselle Chloé, » a dit Martine. « Pour les événements mondains, on ne peut pas laisser Madame Lefebvre porter du prêt-à-porter. Madame Lefebvre. » Le nom semblait étrange, comme des vêtements qui ne correspondaient pas tout à fait. Ce soir-là, Monica était assise seule dans sa nouvelle chambre, regardant son téléphone. Il y avait déjà des articles de presse sur le mariage. Le milliardaire James Lefebvre épouse une serveuse inconnue. Les commentaires étaient cruels, la traitant de chercheuse d'or, de chasseuse de fortune. Un coup à sa porte là, fait sursauter. C'était James, toujours en costume malgré l'heure tardive. « Il y a un gala de charité demain soir », a-t-il dit. « Vous devrez y assister. Chloé vous renseignera sur les personnalités présentes demain matin. »
Monica a hoché la tête puis a rassemblé son courage. « James, attendez, ne pensez-vous pas que nous devrions parler? Apprendre à nous connaître un peu ?» Quelque chose a vacillé dans ses yeux, de la surprise, peut-être même de l'intérêt. Mais ensuite, c'était parti. C'est un arrangement commercial, Monica, rien de plus. Mais alors qu'il se retournait pour partir, Monica a vu quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un léger tremblement dans sa main gauche qu'il a rapidement caché dans sa poche. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. À nouveau, elle est descendue dans la cuisine pour prendre de l'eau et a trouvé Martine encore là, en train de nettoyer. « Il n'a pas toujours été comme ça », a dit Martine sans aucun avertissement. Après la mort de sa femme, Monica a failli laisser tomber son verre. Sa femme? Il n'y a rien sur une femme dans aucun des articles. Martine a regardé autour d'elle nerveusement. Je n'aurais pas dû dire ça. C'était il y a 5 ans, un accident de voiture. C'est lui qui conduisait. Soudain, la froideur de James a pris plus de sens. Ces murs n'étaient pas seulement pour le spectacle, c'était de la protection. Le lendemain matin, Chloé est arrivée tôt avec une équipe de stylistes. Alors qu'il préparait Monica pour le gala, Chloé lui a fait réciter des noms et des relations. N'oubliez. Paul et Martin sont nos principaux concurrents. Soyez polis mais distantes. Et quoi qu'il arrive, ne mentionnez pas le contrat Bouygues. La tête de Monica tournait. Comment était-elle censée se souvenir de tout cela? Mais alors qu'elle se tenait devant le miroir dans sa robe de créateur, quelque chose d'autre la gênait davantage. Le tremblement dans la main de James. Était-il malade? Était-ce pour cela qu'il avait besoin de ce mariage? Une femme respectable pour prendre le relais si quelque chose lui arrivait? Elle commençait à réaliser que ce contrat pourrait être plus compliqué qu'elle ne le pensait. Et alors qu'elle regardait la voiture de James arriver dans l'allée, elle se demandait quels autres secrets se cachaient derrière les murs parfaits de ce château. Le gala de charité était comme rien de ce que Monica avait jamais connu. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête, tandis que les serveurs portaient du champagne sur des plateaux en argent. Chaque femme portait des robes de créateur qui coûtaient plus que ce que Monica gagnait en 1 an. Elle se sentait comme une imposteur, même dans ses nouveaux vêtements coûteux. James est resté près d'elle, sa main reposant légèrement sur son dos alors qu'il la présentait à tout le monde. « Ma femme, Monica », disait-il. Et chaque fois, ces mots envoyaient un étrange frisson dans son estomac. « James, chéri ». Une grande femme blonde en robe rouge s'est approchée d'eux. « Tu as caché ta nouvelle mariée, Victoria Bernard », a dit James doucement à Monica, la femme de nos principaux concurrents. Le sourire de Victoria n'atteignait pas ses yeux lorsqu'elle a regardé Monica de haut en bas. Une serveuse, n'est-ce pas? Comme c'est pittoresque. James a toujours eu des goûts insolites. Monica a senti la main de James se serrer légèrement sur son dos. Avant qu'elle puisse répondre, une autre femme s'est jointe à leur groupe. « Monica, nous sommes si heureuses que vous puissiez vous joindre à notre petite famille. » Cette femme était plus âgée, avec des cheveux gris parfaitement coiffés. « Je suis Éléonore Lefebvre, la mère de James. » Monica ne savait pas que la mère de James serait là. Le sourire chaleureux de la femme la surprenait. Il semblait authentique, contrairement à celui de Victoria. « James ne me dit plus rien, » a dit Éléonore en prenant le bras de Monica. « Viens, ma chère, prenons un peu l'air sur la terrasse. James, tu ne te déranges pas si je te vole ta femme un instant ?» Sur la terrasse, la chaleur d'Éléonore a disparu. « Soyons honnêtes l'une avec l'autre, » a-t-elle dit. « Je sais que c'est un mariage contractuel. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi mon fils t'a choisi. » Monica a relevé le menton. « Vous devrez lui poser la question. Je te la pose. » La voix d'Éléonore était de l'acier enveloppé de soie. James n'a plus été le même depuis la mort de Claire. Il se surmenait, travaillait trop. Ce tremblement à la main s'aggrave, mais il ne veut pas consulter un médecin. « Vous savez pour le tremblement? Je suis sa mère. Je sais tout. » Éléonore soupira. Y compris le fait que le conseil d'administration essaie de le pousser dehors. Il pense qu'il perd le contrôle. C'est pourquoi il avait besoin d'une épouse, pour projeter la stabilité. L'esprit de Monica était en ébullition. Le contrat, la précipitation du mariage, tout prenait plus de sens maintenant. « C'est un bonhomme », dit Éléonore doucement. Sous tous ces murs, la mort de Claire l'a presque détruit. L'accident n'était pas de sa faute, mais il s'en veut. De retour à l'intérieur, Monica observa James parler à quelques hommes d'affaires. Elle le voyait maintenant.
Le léger tremblement qu'il essayait de cacher, la tension dans ses épaules, la façade soigneusement entretenue. Victoria Bernard l'observait aussi, ses lèvres rouges courbées en un sourire prédateur. « Le puissant James Lefebvre, dit-elle doucement à Monica. Pas si puissant maintenant, n'est-ce pas? Dites-moi, sa main tremble-t-elle lorsqu'il vous tient ?» La colère de Monica flamboya. « Je serais plus inquiète pour votre propre mari, Victoria. Ces taches de rouge à lèvres ne sont pas de votre teinte de rouge. » Le visage de Victoria pâlit. Elle se retourna et s'empressa de partir, laissant Monica surprise par son audace. Plus tard dans la soirée, alors que leur voiture rentrait chez eux, James était silencieux. « J'ai entendu ce que vous avez dit à Victoria, dit-il finalement. C'était inattendu. Elle était cruelle, à propos de votre main. » Monica prit son courage à deux mains. « James, si vous êtes malade, peut-être devriez-vous... » « Je ne suis pas malade. » Sa voix était forte. « C'est juste du stress, ça passera. » Mais Monica avait vu le pilulier qu'il avait essayé de cacher dans son tiroir de bureau lorsqu'elle lui avait apporté du café plus tôt. L'ordonnance médicale était pour une maladie de Parkinson à début précoce. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir à nouveau. Elle alla dans la cuisine pour prendre du thé et trouva James là, toujours en pantalon et chemise de smoking, cravate desserrée autour du cou. « Vous devriez dormir, » dit-il, mais sa voix était fatiguée plutôt que froide. « Vous aussi. » Monica commença à préparer du thé. « Voulez-vous en prendre ?» Il la regarda se déplacer dans la cuisine, une étrange expression sur son visage. Quand elle lui tendit le thé, leurs doigts se frôlèrent. Sa main était stable. « Merci, » dit-il doucement. « Pour ce soir, pour avoir géré Victoria. » Est-ce qu'elle est toujours aussi horrible? Pire, généralement. Son mari, Robert, essaie de prendre le contrôle de mon entreprise. Il pense que je suis faible maintenant. À cause des tremblements, James se raidit puis sembla se dégonfler. « Vous savez, votre mère me l'a dit. James, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Ça ne faisait pas partie du contrat. » Il fixa son thé. « Les médecins disent que ça progresse lentement. J'ai le temps. J'ai juste besoin de prouver au conseil d'administration que je suis toujours capable. Et vous aviez besoin d'une épouse pour aider à prouver cela. Oui. » Il la regarda directement pour la première fois. « Je suis désolé de vous avoir entraîné dans ce pétrin. » « Je ne le suis pas. » Monica fut surprise de le penser sincèrement. Nous avions tous les deux besoin de quelque chose. Au moins, nous sommes honnêtes à ce sujet maintenant. La main de James trembla légèrement lorsqu'il posa sa tasse. Sans réfléchir, Monica tendit la main et la stabilisait avec la sienne. Le contact sembla les surprendre tous les deux. Pendant un moment, ils restèrent simplement là, les mains jointes au-dessus d'une tasse de thé dans la cuisine sombre. Puis James se retira. « Bonne nuit, Monica, » dit-il, mais sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Monica le regarda partir, sa main toujours chaude là où elle avait touché la sienne. Cela devait être juste. Des affaires. Juste un contrat. Alors pourquoi son cœur battait-il plus vite chaque fois qu'il disait son nom? Un mois après leur mariage, Monica commençait à s'installer dans une routine. Elle passait ses matins à rendre visite à Sophie au centre de rééducation fonctionnelle, où sa sœur devenait plus forte chaque jour. Les après-midi étaient remplis de réunions de comités de charité et d'obligations sociales qui accompagnaient le fait d'être Madame Lefebvre. Mais ce sont les soirées qu'elle attendait le plus. James avait commencé à rentrer plus tôt. Ils dîneraient ensemble dans la cuisine aux grandes dames du chef. James préférait cela à la salle à manger formelle. Parfois, lorsque ses tremblements étaient mauvais, Monica coupait sa nourriture sans commenter. Il ne la remerciait jamais à haute voix, mais ses yeux en disaient assez. Le conseil d'administration de Lefebvre Entreprise a lieu demain, dit James un soir, poussant sa nourriture sur son assiette. Robert Martin fait son coup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il présente des preuves que je suis inapte à diriger l'entreprise. Dossiers médicaux, rapports d'incidents. La main de James tremblait tellement qu'il renversa son verre d'eau. Monica essuya rapidement le renversement. Peut-il faire ça? Ce ne sont pas des informations privées? Victoria a un ami au cabinet de mon médecin. La voix de James était amère. Le secret peut être acheté, apparemment. Sans réfléchir, Monica tendit la main à travers la table et prit sa main tremblante. Alors nous allons riposter. James regarda leurs mains jointes. Il ne se retira pas. Nous? Oui, nous. Je suis peut-être juste une serveuse, mais je sais me battre sale quand il le faut.
Cela le fit sourire, un vrai sourire qui transformait tout son visage. Le cœur de Monica fit un bond. Le lendemain matin, Monica se rendit à l'hôpital Pellegrin, Bordeaux, comme d'habitude. Mais au lieu de rendre visite à Sophie, elle se dirigea vers le service des archives. Son amie Camille y travaillait. « J'ai besoin d'une faveur, » dit Monica. « Tout ce que vous avez sur les visites de Robert Martin. » Camille hésita. « C'est confidentiel. Les informations médicales de James le sont aussi, mais ça ne les a pas arrêtés. » 1 heure plus tard, Monica avait ce dont elle avait besoin. Robert Martin suivait un traitement pour une MST depuis des mois, attrapé auprès de sa secrétaire, pas de sa femme. Il y avait aussi des dossiers de multiples accidents de conduite en état d'ivresse qui avaient été discrètement traités. Lorsque Monica arriva à Lefebvre Entreprises, la réunion du conseil d'administration était déjà en cours. Elle entra directement dans la salle de conférence, ignorant l'agent de sécurité qui essayait de l'arrêter. Robert Martin se tenait au devant de la salle, montrant des diapositives des dossiers de prescription de James. « Comme vous pouvez le constater, disait-il, l'état de M. Lefebvre le rend inapte. » En parlant de dossiers médicaux, interrompit Monica bruyamment. « Comment se déroule ce traitement contre les MST, Robert ?» La salle devint silencieuse. Le visage de Victoria Bernard devint blanc. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » bredouilla Robert. Monica laissa tomber les dossiers médicaux sur la table. 3 cas de conduite en état d'ivresse aussi. Intéressant comment ceux-ci n'ont jamais fait les actualités. James se leva lentement. Sa main était stable lorsqu'il s'adressa au conseil d'administration. « Mon état est géré, mon esprit est clair et je n'ai jamais mis en danger cette entreprise. Monsieur Martin peut-il en dire autant ?» La réunion du conseil d'administration se termina peu après. Robert et Victoria Bernard partirent rapidement sans regarder personne. Dans le bureau de James par la suite, Monica se tenait à regarder la ville. « Je suis désolé si j'ai outrepassé mes droits. » « Outrepassé ?» James la fit se retourner pour la faire face à lui. « Vous avez sauvé mon entreprise, vous m'avez sauvé. C'était la bonne chose à faire. Vous êtes un bon homme, James. Vous ne méritez pas ce qu'ils ont essayé de vous faire. » Il était maintenant très près. Sa main se leva pour toucher son visage, et pour une fois, elle ne tremblait pas du tout. « Le contrat, dit-il doucement. Il devient compliqué. » Le cœur de Monica battait la chamade. « Oui, je me surprends à penser à vous, même lorsque vous n'êtes pas là, surtout lorsque vous n'êtes pas là. » James, la porte s'ouvrit en grand. Chloé, son assistante, entra en courant. « Monsieur Lefebvre, urgence au bureau de Lyon. Ils ont besoin de vous sur un appel vidéo immédiatement. » Le moment se brisa. James recula, ses murs remontant à nouveau. « Merci pour votre aide aujourd'hui, Monica. La voiture vous ramènera chez vous. » Ce soir-là, Monica s'assit dans sa chambre, touchant sa joue où la main de James avait été. Le contrat disait pas de relations amoureuses. Elle l'avait signé, elle avait accepté. Mais les contrats ne pouvaient pas contrôler le cœur. Et son cœur ne suivait plus les règles. Son téléphone vibra, un texto de James. « J'ai dû prendre l'avion pour Lyon, réunion d'urgence. De retour dans 3 jours. » Monica fixa le message, se sentant étrangement vide. 3 jours, ça ne devrait pas avoir d'importance. Ce n'était qu'une affaire, après tout. Mais alors qu'elle se préparait pour le lit, elle ne put ignorer la douleur dans sa poitrine, ou la façon dont sa main tressaillait, là où elle avait touché la sienne au dîner. Le contrat était censé simplifier tout. Au lieu de cela, il rendait tout plus compliqué de jour en jour. 3 jours sans James semblaient 3 ans. Monica essaya de rester occupée, mais l'immense maison se sentait vide. Même Martine remarqua son humeur. « La première séparation est toujours difficile, » dit la gouvernante, apportant à Monica du thé. « Même dans un mariage arrangé. »« Ce n'est pas comme ça, » protesta Monica. « Ce n'est qu'une affaire. » Martine sourit simplement avec connaissance et retourna à son nettoyage. Le 2e jour, Victoria Bernard se présenta sans prévenir. « Petite sorcière !» grogna-t-elle à Monica. « Vous avez tout gâché. Savez-vous depuis combien de temps nous avons planifié de prendre le contrôle de Lefebvre Entreprises ? » « Vous auriez peut-être dû mieux planifier, » rétorqua Monica, « ou choisir un mari qui pouvait garder ses pantalons. » La main de Victoria se leva pour la gifler, mais Monica attrapa son poignet. Toutes ces années à gérer des clients ivres, au petit bouchon, Bordeaux était utile. « Sortez, » dit Monica froidement, « avant que j'appelle la police nationale. »
Victoria retira sa main. Ce n'est pas fini. James est faible. Sa maladie va empirer. Et quand ce sera le cas, nous attendrons. Après le départ de Victoria, les mains de Monica tremblaient. Elle appela James sans réfléchir. Monica? Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était fatiguée, inquiète. Victoria était là. Elle a menacé. James, ils ne vont pas s'arrêter. Il y eut une longue pause. Réservez un vol pour Lyon, première classe. Utilisez ma carte de crédit personnelle. Quoi? J'ai besoin de vous ici. Sa voix s'adoucit. S'il te plaît. 12 heures plus tard, Monica était à Lyon. La ville était un labyrinthe de lumières et de gratte-ciel. James l'attendait lui-même à l'aéroport, pas un chauffeur. « Vous n'aviez pas besoin de venir me chercher », dit-elle alors qu'il l'aidait avec ses bagages. « Si, je le devais. » Dans la voiture, il lui a parlé de mouvements boursiers suspects, de courriels codés qu'ils avaient découverts, de preuves que les Bernard travaillaient avec des concurrents chinois pour prendre le contrôle de Lefebvre Entreprises, pièce par pièce. « Ils avancent plus vite que nous le pensions, dit-il. Sa main tremblait beaucoup. Le médicament ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Monica prit sa main tremblante dans la sienne. Cette fois, il s'accrocha fort. La suite de l'hôtel était plus grande que leur maison. 2 chambres, un salon, une vue sur toute la ville. « Vous devriez vous reposer, dit James. La réunion est demain matin. » Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent près de la fenêtre, les mains toujours jointes, regardant les lumières de Lyon. « Pourquoi m'avez-vous vraiment appelé ici ?» demanda Monica doucement. James se tourna pour la faire face. « Parce que je n'arrivais pas à dormir. Parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais votre visage. Parce que cela a cessé d'être juste une affaire il y a longtemps. James, je sais ce que dit le contrat. Pas de relations amoureuses. Mais Monica, sa main libre se leva pour lui caresser le visage. Je me fiche du contrat maintenant. Le baiser n'avait rien à voir avec leur jour de mariage. C'était réel, profond, plein de tout ce qu'ils avaient retenu. Quand ils se séparèrent enfin, James posa son front contre le sien. « Restez avec moi ce soir. Pas dans l'autre chambre. Ici. » Et le contrat? Brûlez-le. Ils ne sont jamais allés. À la réunion le lendemain matin, ils ont plutôt commandé le service en chambre, parlant pendant des heures de tout. Ses peurs concernant la maladie, ses inquiétudes concernant Sophie, les murs qu'ils avaient à tous les deux construits pour se protéger. « Je ne me suis pas senti comme ça depuis, Claire, » admit James, la serrant fort. « Parlez-moi d'elle. » Alors il le fit. À propos de leur romance universitaire, de leurs rêves, de la nuit pluvieuse où un camion a grillé un feu rouge et a tout changé. « Je pensais que je n'aimerais plus jamais, dit-il. Je ne voulais pas. Jusqu'à ce que vous entriez dans mon bureau ce jour-là. Le téléphone de Monica vibra, un message de Martine. Victoria Bernard a été vue en train de rencontrer votre mère. James se redressa, soudainement alerte. Ma mère, c'est impossible, elle déteste Victoria. À moins que... Le sang de Monica glaça. James se redressa, soudainement alerte. Ma mère, c'est impossible, elle déteste Victoria. À moins que... Le sang de Monica glaça. Que ta mère travaille avec elle. Le moment parfait se brisa sous le poids de la réalité. Les Martin, l'entreprise, la maladie, tout était toujours là à l'attendre. Mais cette fois, ils feraient face ensemble. Plus de contrats, plus de faux semblants. Alors que James passait des appels d'urgence à ses avocats, Monica l'observait depuis le lit. Sa main tremblait de nouveau, mais cela ne la dérangeait pas. Elle l'aimait, tremblement et tout. La seule question était, leur amour serait-il assez fort pour combattre ce qui allait arriver? Ils reprirent à l'avion privé de James pour Paris cette nuit-là. Monica dormit contre son épaule pendant qu'il passait des appels, essayant de comprendre pourquoi sa mère le trahirait. « La maison est vide », rapporta Martine à leur arrivée. Mais Éléonore était là. Elle a fouillé le bureau de « James ?» Le visage de James se durcit. « Appelez la sécurité, changez tous les codes. Personne n'entre sans mon approbation directe. » Dans son bureau, des papiers étaient éparpillés partout. Le coffre-fort derrière le vieux tableau de son père était ouvert et vide. « Les documents originaux de l'entreprise, » dit James, sa main tremblant si fort qu'il dut s'asseoir. « Ceux qui prouvaient que je suis le seul héritier. Ils ont disparu. » Monica l'aida à prendre ses médicaments. « Pourquoi ta mère ferait-elle ça? Argent, pouvoir, elle ne m'a jamais pardonné d'avoir pris le contrôle après la mort de notre père. » Il eut soudain l'air fatigué,
Elle était toujours meilleure en affaires que lui. Elle ne pouvait tout simplement pas le montrer à l'époque, étant une femme. Monsieur Lefebvre, Chloé surgit, le visage pâle. Regardez les actualités. À la télévision du bureau, Éléonore Lefebvre se tenait aux côtés de Victoria et Robert Martin. Elle brandissait des documents. « Mon fils est malade », annonça-t-elle au journaliste. « Il est inapte à diriger l'entreprise. Ces documents montrent que je suis la véritable héritière de Lefebvre Entreprise. Le dernier souhait de son père était que je prenne le contrôle si James devenait jamais inapte. »« C'est un mensonge, » murmura James. Monica serra sa main. « On va le prouver. »« Comment ?»« C'étaient les seules copies. »« Peut-être pas. » Monica sortit son téléphone et appela Sophie. « Tu te souviens de la boîte que je t'ai demandé de garder en sécurité? Apporte-la à la maison, maintenant. » James la regarda d'un air interrogateur. « La nuit où Victoria m'a menacé, j'ai fait des copies de tout ce qui se trouvait dans ton bureau. On peut appeler ça l'instinct de serveuse. On apprend à repérer les problèmes avant qu'ils n'arrivent. » Pour la première fois de la journée, James sourit. Il la serra dans ses bras et l'embrassa profondément. Chloé toussa. « Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Ils veulent voter pour te destituer de ton poste de PDG. »« Qu'ils essaient, » dit Monica. « Nous avons la preuve que ta mère a modifié le testament de ton père. J'ai trouvé l'original lorsque je faisais des copies de documents. » James la regarda fixement. « Quoi ?» Il y avait une enveloppe marquée « Testament original » dans les vieux dossiers de ton père. La version de ta mère a des dates différentes, des signatures différentes. Il nous suffit d'un expert en graphologie pour le prouver. Sophie arriva 1 heure plus tard avec la boîte de copies. Parmi elles se trouvait le testament original. Le père de James avait tout laissé à son fils, sans aucune condition concernant une incapacité. « Tu es une femme brillante », souffla James en examinant les documents. « Tu m'as encore sauvé. » Mais avant qu'il ne puisse célébrer, Martine se précipita. « Éléonore est là, avec la police nationale !» Éléonore Lefebvre entra dans le bureau comme si elle en était déjà propriétaire. 2 policiers l'accompagnaient. « James, chérie, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. » Elle sourit froidement. « Démissionne simplement avec grâce. La maladie finira par te prendre tout. Pourquoi te battre? La seule maladie dans cette pièce est l'avarice, » intervint Monica, « et nous pouvons prouver que tu as falsifié le testament. » Le sourire d'Éléonore hésita. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Ah bon ?» Monica brandit le testament original. « Ta falsification de signature est bonne, mais pas parfaite, et tu as fait une erreur sur les dates. » La couleur s'estompa du visage d'Éléonore. L'un des policiers prit le document et l'examina attentivement. « Officier, » dit James calmement, « je souhaite porter plainte pour fraude et vol. » Tout s'est passé rapidement après cela. Éléonore a été emmenée menottée, criant que James ruinait tout. Victoria et Robert Martin ont disparu vers leur château de la Loire, vallée de la Loire. Plus tard dans la soirée, James et Monica étaient assis dans la cuisine, buvant du thé comme ils l'avaient fait tant de nuits auparavant. « Je n'arrête pas de me demander, » dit James, « ce que j'ai fait pour te mériter. »« Tu m'as donné un contrat, » sourit Monica. « Tu te souviens? À propos de ce contrat. » Il fouilla dans sa poche et sortit un papier plié, le contrat de mariage. « Je pense qu'on devrait le déchirer. » Le cœur de Monica s'arrêta. « Tu veux mettre fin à tout ça? » ?»« Non. » Il prit sa main. « Je te demande de rester. Pas pour l'argent, pas pour l'entreprise, mais parce que je t'aime, James. Marie-moi, Monica. Pour de vrai cette fois. » Monica regarda le contrat, puis l'homme dont elle était tombée amoureuse malgré tout. Elle prit le papier et le déchira en 2. Est-ce un oui? Ses yeux étaient pleins d'espoir, vulnérables. Au lieu de répondre, elle l'embrassa. Dehors, la pluie commençait à tomber, mais aucun d'eux ne s'en rendit compte. Ils étaient trop occupés à écrire un nouveau contrat, un contrat fait de baisers et de promesses. Scellé par l'amour au lieu de signature, Éléonore Lefebvre était assise dans sa cellule carcérale, bouillonnant de rage. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison orange. Ses ongles parfaitement manucurés étaient ébréchés, mais ses yeux brûlaient toujours de détermination. « Madame Lefebvre, vous avez une visiteuse, » annonça le gardien. Victoria Bernard entra portant de grandes lunettes de soleil malgré l'intérieur. « Eh bien, c'est une sacrée chute. As-tu apporté ce que je t'ai demandé ?» Victoria sortit une clé USB. «
Tout ce dont tu as besoin pour détruire la réputation de James. Dossiers médicaux, images de sécurité de ses pires épisodes, même une comptabilité créative qui donne l'impression qu'il détourne des fonds. Éléonore sourit. Parfait. Diffuse-le à la presse. Tout. Et la fille, Monica? Oh, j'ai des plans spéciaux pour elle. Le sourire d'Éléonore devint cruel. Savais-tu que le rétablissement miraculeux de sa sœur a été financé par de l'argent volé? Victoria leva un sourcil. Raconte-moi. Les 100 000 € que James lui a donnés. Ils provenaient d'un fonds de charité destiné aux enfants atteints de cancer. J'ai la preuve. Quand ça sortira, elle ira en prison, et James sera ruiné en essayant de la défendre. De retour au château de Montaigne, Saint-Michel de Montaigne, Monica et James planifiaient leur véritable mariage. Sophie était là, en bonne santé et forte, aidant aux préparatifs. Les fleurs devraient être des roses blanches, dit Sophie, comme maman l'aurait voulu. Le cœur de Monica se serra à la mention de leur mère. Elle aurait adoré James. Comme appelé par son nom, James entra. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle. Sa main tremblait plus que d'habitude. « Allume la télévision », dit-il calmement. Les actualités étaient explosives. Les gros titres hurlaient sur la mauvaise gestion des fonds de l'entreprise par James Lefebvre, sa santé qui se détériorait. Et le plus dommageable, le vol présumé d'un organisme de bienfaisance pour enfants atteints de cancer. Cet argent était destiné aux enfants mourants, a cité un journaliste Éléonore Lefebvre disant cela depuis sa prison. Mon fils l'a donné à sa fausse épouse pour acheter sa loyauté. Sophie regarda Monica. L'argent pour mon traitement a été volé à des enfants malades? Non, protesta James. Cet argent était le mien de mon compte personnel. Mais le mal était fait. Sophie quitta la pièce en pleurant. Monica sentit son monde s'effondrer. Son téléphone commença à sonner, des journalistes voulant des commentaires. Les médias sociaux ont explosé avec des gens la traitant de voleuse, exigeant son arrestation. « James, murmura-t-elle, que faisons-nous » Avant qu'il ne puisse répondre, Chloé surgit. « La police nationale est là. Ils ont un mandat d'arrêt pour Monica. » James se leva vacillant légèrement. « Non, je ne les laisserai pas te prendre. »« Monsieur Lefebvre, » dit Chloé doucement, « il y a autre chose. Le conseil d'administration a convoqué un vote d'urgence. Il vous destitue de votre poste de PDG. » Avec effet immédiat, Monica observa le visage de James s'effondrer. Sa main tremblait tellement qu'il pouvait à peine se tenir debout. « C'est de ma faute, » dit-elle. « Je n'aurais jamais dû prendre l'argent. Écoute-moi. » James lui saisit les épaules. « Ma mère est derrière tout ça, elle essaie de nous détruire tous les deux. Nous pouvons prouver que l'argent était légitime. » « Comment ? Parce que j'ai tout enregistré. » Il sortit son téléphone. « Le jour où je t'ai donné l'argent, je soupçonnais déjà ma mère. J'ai enregistré toute notre conversation sur le transfert. Et j'ai les relevés bancaires qui montrent qu'ils provenaient de mon compte personnel, pas de l'organisme de bienfaisance. » Monica sentit une étincelle d'espoir. Mais ensuite, des policiers entrèrent. « Monica Dubois, vous êtes arrêtée pour fraude et vol. »« Attendez !» James essaya de leur montrer son téléphone, mais dans son agitation, les tremblements le firent le laisser tomber. L'écran se brisa. Monica regarda impuissante James tomber à genoux, le stress déclenchant le pire épisode qu'elle ait jamais vu. La police s'est approchée pour la menotter. « Il a besoin de ses médicaments, » dit-elle à Chloé alors qu'il l'emmenait, les pilules bleues dans son bureau, et appelait son médecin. Même face à l'arrestation, sa seule pensée était pour James. Dans la voiture de police, Monica ferma les yeux. Elle sentait encore le dernier baiser désespéré de James avant qu'il ne l'emporte. Elle entendait encore les sanglots de trahison de Sophie, mais quelque chose ne collait pas. Comment Éléonore connaissait-elle l'argent? Qui avait accès au dossier de l'organisme de bienfaisance? Puis elle s'est souvenue, le jour où Victoria était venue la menacer, elle l'avait vue sortir du bureau de James. À l'époque, Monica pensait qu'elle ne faisait que fouiner. Mais et si elle avait alors placé les faux documents de l'organisme de bienfaisance? Dans sa cellule, Monica commença à planifier. Elle était peut-être derrière les barreaux, mais elle n'était pas battue. Pas de loin. Elle a juste prié pour que James soit assez fort pour se battre, jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un moyen de revenir vers lui. La cellule était froide, mais l'esprit de Monica était en feu. Elle n'arrêtait pas de penser à Victoria sortant du bureau de James ce jour-là. Quelque chose la dérangeait. « Mademoiselle Dubois, votre avocate est là », annonça le gardien. Au lieu de l'avocat commis d'office qu'elle attendait,
Chloé entra, vêtue d'un tailleur. « Avant de travailler pour James, j'étais avocate », expliqua Chloé. « Et je pense avoir trouvé quelque chose. » Elle étalait des papiers sur la petite table. « Regardez ces documents de l'organisme de bienfaisance. Les numéros de routage des transferts ne correspondent pas au compte réel de l'organisme de bienfaisance. » Monica se pencha en avant. « Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que quelqu'un a créé un faux compte d'organisme de bienfaisance. Ils ont fait croire que James avait volé de l'argent à des enfants malades, mais le vrai organisme de bienfaisance n'a jamais perdu un sou. « Victoria », murmura Monica. Elle a dû le mettre en place lorsqu'elle est entrée par effraction dans le bureau. Chloé hocha la tête. Mais elle n'a pas agi seule. Quelqu'un a dû approuver ses comptes à la BNP Paribas. Éléonore a des amis à la banque, se rappela Monica. James l'a mentionné une fois. Juste à ce moment, Sophie entra. Ses yeux étaient rouges de larmes. « Je suis désolée », dit-elle avant que Monica ne puisse parler. « J'aurais dû savoir que tu ne volerais jamais de l'argent à des enfants malades. Tu es ma sœur, tu m'as élevée. » Monica tendit la main à sa sœur à travers les barreaux. « J'ai besoin de votre aide, toutes les deux. Comment va James ?» Sophie et Chloé échangèrent des regards. « Il est à l'hôpital Pellegrin, Bordeaux », dit Sophie calmement. Le stress a déclenché un épisode grave. Ils ont dû le sédater. Le cœur de Monica se serra. « Il faut qu'on aille. Vite. Chloé, peux-tu obtenir les relevés bancaires montrant quand le faux compte d'organisme de bienfaisance a été créé? J'y travaille déjà, mais il nous en faut plus. Vérifiez les caméras de sécurité du bureau de James, » dit Monica. Le jour où Victoria est entrée par effraction, elle a dû laisser des preuves. Sophie se leva. « J'irai à l'hôpital, je resterai avec James. Je le maintiendrai en vie. » Au cours des jours suivants, la cellule de Monica est devenue leur salle de guerre. Chloé apportait des preuves, Sophie apportait des nouvelles de James, et lentement, un plan s'est mis en place. La percée est venue d'une source inattendue. Martine, la femme de ménage, a trouvé un vieux téléphone dans la chambre d'Éléonore pendant le nettoyage. « Regardez ces SMS », montra Chloé à Monica. « Éléonore et Victoria ont tout planifié il y a des mois. Regardez ces SMS », montra Chloé à Monica. « Éléonore et Victoria ont tout planifié il y a des mois. Elle a payé quelqu'un à la banque pour rétrodater les transactions. Il faut porter ça devant le procureur de la République de Bordeaux, » dit Monica. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Victoria Bernard apparut à la maison d'arrêt de Bordeaux. « À l'aise ?» demanda-t-elle, un sourire narquois derrière les barreaux. « Très. Robert va bien? Il couche toujours avec sa secrétaire ?» Le sourire narquois de Victoria disparut. « Vous vous croyez si futé, mais vous avez perdu. James est brisé. L'entreprise est en plein chaos et vous allez en prison. » « Faux sur toute la ligne, » sourit Monica. « Nous avons trouvé votre faux compte de la Fondation pour la Recherche Médicale, FRM, Victoria, et le téléphone d'Éléonore plein de preuves. C'est fini. » Le visage de Victoria pâlit. Elle se retourna pour partir, mais des agents de la police nationale étaient déjà là. « Victoria Bernard, vous êtes arrêtée pour fraude et complot. » Monica regarda avec satisfaction tandis qu'ils emmenaient Victoria menottée. Sophie arriva. Quelques minutes plus tard. « Le procureur de la République de Bordeaux retire toutes les charges contre vous. Vous êtes libre de partir. » La première chose que Monica fit fut de courir à l'hôpital Pellegrin, Bordeaux. James était réveillé, assis dans son lit. « Monica », murmura-t-il à son arrivée. Sa main tendit vers elle, ferme pour la première fois depuis des jours. Elle se jeta dans ses bras, en pleurs. « J'ai cru vous avoir perdu. »« Jamais », murmura-t-il dans ses cheveux. « Mais comment avez-vous prouvé votre innocence ?» Monica lui raconta tout. Le faux compte de la FRM, le téléphone d'Éléonore, l'arrestation de Victoria. « Ma mère », demanda-t-il doucement. « Ils ajoutent des charges de complot à sa peine. Elle ne sortira pas de sitôt. » James la serra plus fort. « Je suis désolé. Pour tout ça. Peut-être que si j'avais été plus fort, si j'avais affronté ma maladie plus tôt. »« Arrête !» Monica prit son visage entre ses mains. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, et nous allons combattre cette maladie ensemble. » Sophie toussa de l'embrasure de la porte. « Le docteur est là. Il veut parler de nouvelles options de traitement. » Le docteur apporta de l'espoir. « C'est un nouvel essai clinique montrant des résultats prometteurs pour la maladie de Parkinson à début précoce. Ce n'est pas un remède, expliqua-t-il, mais cela pourrait ralentir significativement la progression.
James serra la main de Monica. « Quand pouvons-nous commencer ?» Plus tard dans la nuit, seule dans la chambre d'hôpital de James, Monica se blottit contre lui dans le lit étroit. « J'y ai réfléchi, » dit-elle doucement. « Peut-être devrions-nous transformer tout ce gâchis en quelque chose de bien. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Créons une vraie association caritative pour les familles confrontées à la maladie de Parkinson et à d'autres maladies. Aidons-les comme tu as aidé Sophie. » Les yeux de James se remplirent de larmes. « Vous ai-je dit aujourd'hui que je vous aime ? Oui, mais je ne me lasse jamais de l'entendre. » 6 mois passèrent. Le nouveau médicament aida à contrôler les tremblements de James, bien que certains jours soient encore plus difficiles que d'autres. L'entreprise se remit du scandale, James travaillant moins d'heures et déléguant davantage de responsabilités à des employés de confiance. Monica se lança dans la création de la Fondation Lefebvre, aidant les familles touchées par des maladies chroniques. Sophie travailla à ses côtés, utilisant sa propre expérience pour se connecter avec les patients et leurs proches. Mais tout n'était pas parfait. La presse chuchotait encore sur l'état de James et certains administrateurs restaient sceptiques quant à son leadership. « La réunion trimestrielle a lieu demain », dit James un soir alors qu'ils étaient assis à leur place préférée dans la cuisine. « Ils veulent que je nomme un successeur. » Monica leva les yeux de ses papiers de la fondation. « Es-tu prêt pour ça ? » ?»« Je crois que oui. » Il prit sa main. « Je veux te nommer. »« Moi ? » ?»« James, je ne connais rien à la gestion d'une entreprise. Tu en sais plus que tu ne le penses. Tu as sauvé l'entreprise 2 fois. Le conseil d'administration te respecte. Et plus important encore, j'ai confiance en toi. » Avant que Monica ne puisse répondre, Martine se précipita. « Allume la télé, vite !» Robert Martin donnait une conférence de presse. Victoria se tenait à côté de lui, l'air suffisant malgré ses accusations criminelles imminentes. « J'ai la preuve que l'état de James Lefebvre est pire qu'annoncé, » annonça Robert. « Son nouveau traitement miracle, il échoue. L'entreprise est en danger. » La main de James se mit à trembler. Monica la serra fort. « Ce n'est pas tout, » continua Robert. « L'association caritative de Monica Dubois, c'est juste une autre combine. Ils s'en servent pour cacher des actifs de la société. »« C'est un mensonge !» cria Monica vers la télévision. Mais Robert n'avait pas fini. « J'appelle à un vote immédiat des actionnaires pour retirer James Lefebvre et son épouse de toute implication dans Lefebvre Entreprise. » James se leva si vite que sa chaise tomba. « Comment a-t-il eu accès à mes dossiers médicaux ? C'est-à-dire des informations privées. » « Le même docteur, » réalisa Monica. « Celui qui a fait des fuites à Victoria avant. Il doit encore travailler avec eux. » Sophie apparut sur le seuil, déjà au téléphone. « J'y suis. On va le retrouver. » Mais les dégâts se propageaient. Les donateurs de la fondation commencèrent à appeler, exigeant des explications. Le cours de l'action de la société commença à baisser. « Il faut riposter, » dit Monica. « Pas seulement, légalement cette fois. Il faut montrer la vérité à tout le monde. » Elle appela Sophie. « Tu te souviens quand tu m'as dit que je devrais faire plus d'interviews sur la fondation ? Je pense qu'il est temps. » Le lendemain matin, Monica entra dans le plus grand morning show du pays. L'animateur était connu pour ses questions difficiles, mais Monica était prête. « Madame Lefebvre, il est allégué que votre association caritative est un écran pour une fraude corporative. » Monica regarda directement la caméra. « Ma sœur était mourante. James Lefebvre lui a sauvé la vie, non pas avec de l'argent volé, mais avec amour et compassion. Maintenant, nous essayons d'aider d'autres familles à faire de même. Si c'est de la fraude, alors peut-être devons-nous redéfinir ce que signifie réellement le succès en affaires. » Elle sortit son téléphone et lança une vidéo, des patients et des familles racontant comment la fondation les avait aidés. « Mon mari a la maladie de Parkinson, » continua Monica. « Il la combat chaque jour, non seulement pour lui-même, mais pour chaque personne qui a besoin d'espoir. Les Martines voient de la faiblesse, je vois de la force. L'interview est devenue virale. Les dons à la fondation ont doublé. Le cours de l'action de la société a rebondi, mais la vraie victoire arriva cet après-midi-là lors du conseil d'administration de Lefebvre Entreprise. » James entra fermement, Monica à ses côtés. « Oui, j'ai la maladie de Parkinson, dit-il au conseil. Oui, certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais regardez ce que nous avons accompli cette année. L'entreprise est plus forte. La fondation aide des centaines de familles, et je ne me cache plus.
Il prit la main de Monica. « Je nomme ma femme comme ma successeur. Non pas parce qu'elle est ma femme, mais parce qu'elle est la personne la plus forte que je connaisse. » Elle a pris un contrat commercial et l'a transformé en amour. Elle a pris une crise médicale et l'a transformée en espoir pour les autres. Le conseil a voté à l'unanimité pour les soutenir. Devant la réunion, James serra Monica contre lui. « Quand je t'ai fait signer ce contrat il y a 1 an, je pensais juste protéger mon entreprise. Et je pensais juste sauver ma sœur, » sourit Monica. Au lieu de ça, nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Leur baiser fut interrompu par Sophie courant dans le couloir. Le docteur a avoué. Il a admis que les Martin l'avaient soudoyé pour falsifier des rapports médicaux. Ils sont en train d'être arrêtés. Monica serra James plus fort. « Je suppose que certains contrats ne peuvent pas être brisés par des mensonges. »« Non, » dit James doucement. « Certains contrats sont écrits dans le cœur. » Jour pour jour après que Monica soit entrée pour la première fois dans le bureau de James pour signer un contrat, ils se tenaient dans le jardin du château de Montaigne, Saint-Michel de Montaigne. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Des centaines d'invités remplissaient les chaises et des fleurs blanches bordèrent le chemin menant à l'hôtel. Sophie se tenait à côté de Monica, l'aidant à ajuster sa robe de mariée. Une vraie robe de mariée cette fois, pas la simple cérémonie contractuelle. « Maman serait si fière », murmura Sophie en arrangeant le voile de sa sœur. Dans sa chambre, James ajusta sa cravate avec des mains fermes. Le nouveau traitement fonctionnait mieux que quiconque ne l'avait prévu. Il avait toujours des mauvais jours, mais ils étaient moins fréquents et moins longs. Martine frappa à sa porte. « C'est l'heure, monsieur Lefebvre, mais il y a quelqu'un qui souhaite vous voir d'abord. » Éléonore Lefebvre entra, vêtue de vêtements de prison et menottée, accompagnée de 2 gardes. Le tribunal lui avait accordé quelques heures pour assister au mariage. « James, » dit-elle doucement, « je sais que je ne mérite pas le pardon. Tu as raison, tu ne le mérites pas. » James se tourna vers sa mère. « Mais tu restes ?»« Ma mère. Et Monica m'a appris quelque chose sur l'amour. Parfois, cela signifie donner une seconde chance aux gens. » Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes. « L'entreprise, la fondation, vous avez fait des choses incroyables, des choses que j'étais trop aveugle pour voir. La fondation ouvre une nouvelle aile, » dit James. « Pour les détenus âgés qui ont besoin de soins médicaux. Peut-être que lorsque vous serez admissible à une libération conditionnelle, vous pourrez y faire du bénévolat. » Les gardes conduisirent Éléonore à sa place, loin de la réception de 700 mariage principal, mais toujours présente. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. La marche nuptiale commença à jouer. James se tenait à l'autel, regardant Monica marcher vers lui. Elle n'était pas seulement belle, elle rayonnait d'une beauté qui vient d'un cœur plein d'amour. Leurs vœux n'étaient pas les mots formels et vides de leur première cérémonie. Ceux-ci venaient du cœur. « Je promets de t'aimer », dit James, sa voix forte et claire, « dans la maladie et la santé, non pas parce qu'un contrat le dit, mais parce que mon cœur l'exige. » Monica serra ses mains. « Je promets de rester à tes côtés face à chaque défi, chaque victoire, chaque tremblement et chaque jour stable. Non pas pour l'argent ou la sécurité, mais par amour. » La réception était une célébration non seulement de leur amour, mais de tout, ce qu'ils avaient construit ensemble. La fondation avait aidé plus d'1 millier de familles. L'entreprise était plus forte que jamais, et leur amour s'était approfondi plus que l'un ou l'autre ne l'avait cru possible. Victoria et Robert Martin regardèrent depuis leur cellule de prison, tandis que le mariage faisait les gros titres. Leurs appels avaient été rejetés, leurs plans exposés. Mais ils avaient appris à James et Monica une leçon importante. L'amour était plus fort que toute conspiration. Ce soir-là, après le départ des invités, James et Monica dansèrent seuls dans le jardin. « Tu te souviens de ce que tu as pensé quand tu es venu signer ce contrat pour la première fois ?» demanda James. « Je pensais conclure un marché avec le diable », rigola Monica. « J'étais tellement désespéré de sauver Sophie. Et je pensais juste protéger mon entreprise. » James la serra plus fort. « Nous avions tous les deux tellement tort. Ou peut-être avions-nous tous les deux raison, » dit Monica doucement. « Tu as protégé ton entreprise, en trouvant quelqu'un qui se battrait pour elle aussi fort que toi. Et j'ai sauvé Sophie, en trouvant un amour qui m'a appris à être forte. » Dans la maison, Sophie aida Martine à nettoyer les décorations de mariage. Chloé travaillait sur son ordinateur portable, planifiant déjà le prochain projet de la fondation.
Elles étaient devenues plus que des employées ou de la famille. Elles faisaient toute partie de quelque chose de plus grand. Les lumières du jardin brillaient comme des étoiles, tandis que James et Monica dansaient au son d'une musique qu'eux seuls pouvaient entendre. « Tu sais, dit James, je n'ai jamais déchiré ce contrat original. »« Garde-le, sourit Monica. Encadre-le, parce qu'il nous a menés ici. J'ai une meilleure idée. » James sortit l'ancien contrat. « Écrivons-en un nouveau, pas à propos d'argent, d'affaires ou d'apparence. » Ensemble, ils ont écrit leur contrat final. « Nous promettons de nous aimer à travers les tremblements et la force, à travers les victoires et les défis. Nous promettons de construire l'espoir pour les autres, même lorsque nous avons peur nous-mêmes. Nous promettons de nous rappeler que les meilleurs contrats ne sont pas signés sur papier, mais écrits dans le cœur. » Ils le scellèrent d'un baiser, tandis que les lumières du jardin brillaient autour d'eux. Aucun témoin, aucun avocat, aucune signature nécessaire. Juste deux cœurs qui s'étaient retrouvés malgré tous les obstacles. Deux âmes qui avaient transformé un arrangement commercial en une histoire d'amour. Et quelque part, dans une chambre d'hôpital ou une maison en difficulté, une autre famille trouvait de l'espoir grâce à leur fondation. Une autre personne apprenait que l'amour pouvait grandir aux endroits les plus inattendus. Parce que c'est ce que James et Monica avaient découvert. Parfois, les plus grands rêves commencent par un simple contrat, et les plus grandes histoires d'amour commencent par deux personnes assez courageuses pour signer leur nom et ouvrir leur cœur. Fin.